Dans le cadre du défi sportif cette année, je discute aujourd'hui avec Chantal Petitclerc. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de discuter avec moi aujourd'hui. Quel bel événement. Merci, oui, merci de m'accueillir. C'est effectivement un bel événement et on ne se donne pas d'en parler année après année. Porte-parole, c'est pour la 22e année. Ben, c'est ce qu'on me dit. Honnêtement, je compte pas les années, mais oui, ça fait 22 ans que je suis porte-parole du défi sportif, co-porte-parole, là, parce qu'on est tellement une belle équipe avec Jean-Marie Lapointe, dans le passé avec Yvon Deschamps. Donc, j'ai eu toute cette chance-là de côtoyer pas juste le défi sportif, mais des porte-paroles, des co-porte-paroles extraordinaires. Qu'est-ce que vous diriez que ça représente, ça, tellement les liens, mais qu'est-ce que ça représente vraiment pour vous de contribuer, là, de participer justement là, au défi sportif? Ben, écoutez, le défi sportif, c'est un événement que j'ai connu d'abord comme athlète. Donc, je sais c'est quoi l'importance du défi sportif pour les athlètes parce que j'en étais une athlète qui en a profité, qui a participé. Ce qui fait que je sais que c'est un événement auquel on peut faire confiance. C'est un événement qui est bien organisé. C'est un événement dont toutes les décisions sont prises en fonction de l'expérience des athlètes. Donc, ça, déjà, ça me donne confiance. Évidemment, quand on m'a demandé d'être porte-parole dès le départ, je savais que je m'embarquais dans quelque chose de sérieux, dans un événement où on avait à cœur la priorité des athlètes de tout niveau. Donc, déjà, la décision n'a pas été très, très difficile. Et par la suite, évidemment, quand je suis devenue médaillée paralympique et que j'ai un certain profil public, je me suis dit, pourquoi pas donner mon petit coup de main? Et je mets vraiment l'emphase sur petit parce que c'est sûr que le rôle du porte-parole, c'est un rôle périphérique. Là, c'est pas nous, on n'organise pas les événements. Évidemment, on n'est pas dans le centre de toutes les décisions, de toutes les responsabilités, mais ça fait plaisir de donner un petit coup de main et de faire un tout petit peu partie de cette équipe magnifique. Mais oui, c'est ça, c'est contribuer vraiment. Là, c'est vraiment un beau travail d'équipe là, de tout le monde. Puis qu'est-ce que vous diriez dans votre carrière d'athlète, justement, tous les défis, comment penser justement et faire sa place dans le défi sportif, dans le milieu sportif en général? La place qu'on donne, ou en fait pas qu'on donne, là, que les athlètes paralympiques se sont pris au fil des années, a grandi. Je dirais que oui, on connaît plus les Jeux paralympiques, on connaît plus nos athlètes paralympiques, on connaît plus le défi sportif, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de défis. Je pense qu'il reste énormément de défis pour des jeunes qui ne sont pas dans des centres urbains. Hein. C'est sûr que si on est à Montréal, si on est à Québec, tout ça, il y a quand même des opportunités qui sont un petit peu plus grandes de faire partie de des équipes de basket. Il y a des sports organisés accessibles à des personnes en situation de handicap. Il y en a plus, il faut le dire. Donc, ça reste un défi d'essayer d'aller chercher ces athlètes-là qui sont un petit peu partout au Québec, dans des régions un petit peu plus éloignées. Ceci dit, il y en a des opportunités. Et à partir du moment où on s'embarque dans le système sportif québécois, il y a un potentiel de monter là-dedans. Si on a le talent, si on a la passion, si on a le goût, hein, on n'est pas obligé d'avoir le goût de devenir un athlète paralympique, mais si on a ce désir-là et ce potentiel-là, il y a des gens qui sont là pour nous, qui sont là pour nous aider, nous encadrer. Je pense que la force qu'on a maintenant, c'est qu'il y a un tas d'informations qui sont disponibles sur Internet, sur les plateformes, et il y a quelqu'un quelque part qui va nous connecter avec la bonne personne. Donc, ce que je dirais, c'est que si vous avez envie de le faire, il faut faire ce premier pas-là. Il faut dire, OK, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Qui peut m'aider? Et vous allez trouver des gens extraordinaires. Le défi sportif en fait partie. Hein? Il y a l'événement du défi sportif une fois par année, mais quand on appelle le défi sportif en plein mois de janvier et qu'on dit hey, « moi, je ne sais pas où aller »,
ben, le défi sportif fait partie de cette grande communauté-là et on va trouver la bonne personne pour répondre à nos questions, pour nous faire essayer quelque chose et on ne sait jamais jusqu'où ça va pouvoir nous amener. Donc, je pense que c'est la chose que je dirais à quelqu'un qui ne sait pas, qui sait peut-être même pas c'est quoi son potentiel, c'est quoi qui existe pour lui avec ses habiletés, avec le handicap avec lequel il vit, mais les réponses sont là, puis ça vaut la peine de faire cette démarche-là. Puis justement, c'est ça, pour percer, vraiment, il faut de la détermination, mais il faut vraiment foncer, faire le premier pas. Puis il faut... Ouais. Oui, oui. Bien, absolument, c'est ça. Au départ, il y a ce premier pas-là, il y a cette découverte d'un sport qui va devenir une passion. Puis il y a cette découverte-là aussi d'un potentiel et à un moment, on se dit, moi, comme n'importe qui, j'ai essayé la course en fauteuil roulant et assez rapidement, je me suis dit, un, j'aime ça. Deux, ben, j'ai un certain talent là-dedans. Et trois, est-ce que je suis prête à y mettre le travail? Et ça, c'est une décision très personnelle de se dire, est-ce que je suis prête à faire de ça le centre de ma vie, la priorité de ma vie? Et à partir de ce moment-là, ben, on a les équipes, les entraîneurs, la haute performance. Et là, on embarque dans une autre aventure, mais il faut commencer quelque part et ça vient naturellement. Les réponses, là, dès qu'on est embarqué dans le système de sport amateur, très rapidement, on a cette compétition, on a les gens autour de nous, les entraîneurs, et là, on se dit, ah, OK, moi, j'ai le profil, j'ai l'envie d'aller m'essayer dans la haute performance, et là, ça devient notre choix quelque part d'embarquer. Vraiment. Puis au cours de votre carrière, justement, est-ce que vous avez des inspirations, des personnes autour de vous qui vous ont inspiré au cours de votre carrière? Ben, j'en ai tout plein, hein. J'ai des idoles ou des gens qui m'ont inspiré, soit dans le sport, à côté du sport, des idoles aussi qui sont même pas vivants, là. Je pense qu'on a tous des inspirations, des biographies. Je pense que pratico-pratique, moi, j'ai eu la chance de commencer l'athlétisme en fauteuil roulant au moment où André Vigé était encore dans l'équipe canadienne, dans l'équipe du Québec. Donc, très concrètement, j'ai eu la chance de côtoyer André Vigé. Et à l'époque, il y avait Marc Kessy, il y avait un gars qui s'appelait Michel Juteau. Donc, des pionniers de l'athlétisme en fauteuil roulant au Québec qui ont été capables de pas juste m'inspirer, mais de me donner des trucs sur le terrain. Donc, d'être la relève à l'époque et de côtoyer l'élite, la haute performance, bien ça, c'est sûr, ça m'a donné un grand, grand coup de main. J'ai eu aussi, dès le moment où j'ai commencé mes premières années à naviguer sur le circuit international, bien là, j'avais accès aux athlètes féminines qui étaient les meilleures dans le sport. Une athlète qui était mon idole à l'époque, qui s'appelait Connie Hansen du Danemark, qui est encore très, très active dans le milieu. Donc, j'ai eu la chance de la côtoyer, de me faire battre par elle à répétition. Mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc ça, je pense que ça a été vraiment les gens qui, au départ, m'ont donné envie d'aller plus loin dans ce sport-là. Ça permet vraiment de se challenger, de s'élever vraiment et de se motiver à pousser plus loin. Absolument, absolument. Et puis, le milieu paralympique à l'époque, mais c'est encore un petit peu comme ça, mais à l'époque, c'est un milieu qui est quand même un peu plus petit, un peu plus intime que le milieu olympique. Et un des avantages de ça, c'est que même quand on est nouveau, ben, on se retrouve, on prend l'autobus avec les meilleurs dans le monde, on les regarde, on les observe, on s'en inspire et c'est comme ça qu'on devient meilleur. Absolument, vraiment. Puis pour terminer, c'est ça, on parlait d'inclusion et tout ça aussi, de pouvoir percer. C'est sûr qu'il reste beaucoup à faire là, au niveau en général, là, au niveau de l'inclusion et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-là? Ah, ben, je veux dire, la bataille pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, athlètes ou pas, c'est une bataille qui n'est pas encore gagnée. C'est vrai que quand on regarde, même si moi je regarde mes débuts, ou même quand j'ai eu mon accident, en fait, il y a un tas de choses qui se sont améliorées.
mais la réalité, c'est que des barrières, il en existe encore une tonne. Il en existe dans notre vie de tous les jours, dans notre accès à des restaurants, à des commerces. Et ça, pour moi, c'est la base, hein. Enlever les barrières physiques, ça reste la base. Après, c'est enlever les barrières qui sont plus des barrières d'attitude, des barrières de perception aussi. Moi, je suis une personne qui vit avec un handicap physique. Donc, déjà, les barrières, ils sont plus concrètes, hein. Il faut que j'ai un accès physique à tout ce que je veux faire. Mais je côtoie des personnes qui ont des handicaps qui leur donnent des défis au niveau du langage, au niveau de la communication. Et là, on se retrouve avec des barrières qui sont complètement différentes et un problème aussi au niveau des gens qui, par exemple, vont associer une difficulté de communication à une déficience intellectuelle, ce qui n'est pas toujours le cas. Et là, on se retrouve avec des personnes en situation de handicap qui sont hyper qualifiées, parfois hyper éduquées, mais qui ont des tas de problèmes à trouver des emplois parce que les gens les sous-estiment. Et ça reste un grand problème, un grand défi pour les personnes en situation de handicap et pour l'accessibilité, c'est que peu importe ton niveau de compétence, l'évaluation de ta compétence est toujours en dessous. Et moi, je le vis encore, je veux dire, je suis au Sénat du Canada, je suis une personne qui a fait plein de choses, mais constamment, on va sous-estimer ma capacité, par exemple, à être un parent. Et ça, je me dis, ça veut dire qu'il faut continuer de se battre, il faut continuer de défoncer les portes, il faut continuer de demander à ce que les lois, les règlements, les droits soient respectés. Et en même temps, comme personne en situation de handicap, il faut continuer à défoncer ces portes-là. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde le fasse pour nous parce que ça n'arrivera pas. Il ne faut pas s'attendre non plus, je pense, à ce qu'un jour ça arrive parce que c'est la bonne chose, parce que ça n'arrivera pas non plus. Et d'où qu'il faut être actif dans le domaine de la politique, dans le domaine des droits, des règlements. Il ne faut pas avoir peur de porter plainte, il ne faut pas avoir peur d'écrire. Moi, ça m'arrive régulièrement d'écrire à la municipalité, de dire ça n'a pas de sens. Pourquoi il n'y a pas de stationnement pour personnes en situation de handicap autour du parc La Fontaine? C'est quoi ça? Et ça, je pense qu'il faut devenir, des fois, on se dit, j'ai pas le goût d'être militant, c'est pas ma personnalité, j'ai pas juste ça à faire dans la vie, mais il faut le faire parce que si on le fait pas, les autres ne le feront pas. Et ça, je pense que si chacun de nous, comme personne en situation de handicap, on pousse un petit peu, on chiale un petit peu plus, ben à la longue, on va y arriver à cette ligne d'arrivée. Oui, exactement. Si chacun fait un petit pas, on va y arriver. Mais je vous remercie beaucoup, puis vraiment bravo pour tout ce que vous faites et félicitations. Merci beaucoup de d'avoir discuté avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup.